Cette pauvre petite fille lavait les vitres des voitures juste pour acheter du lait. Mais quand le millionnaire a vu ses mains couvertes de coupures, il lui a demandé qui lui avait dit de faire ça. Et sa réponse l'a laissé sans voix ce matin-là à Boston. Michael Grant avait seulement prévu de prendre son petit déjeuner, mais à côté de sa Mercedes, une petite fille se tenait frissonnante, essuyant le pare-brise en murmurant « Je veux juste du lait ». Ces mots sont pas seulement rouillé les blessures de son enfance abandonnée, elles ont également mis au jour un sombre secret que la ville ignorait. La faible lumière hivernale de Boston traversait le parking du magasin, luttant pour percer le brouillard et le vent glacial. Michael Grant, 45 ans, était le genre d'homme que tout le monde reconnaissait à Boston, non seulement pour son costume noir impeccablement taillé, mais aussi pour son attitude calme et imposante de manière de l'immobilier. Il venait de sortir du magasin, un grand carton de lait dans une main et un sac de sandwich emballé dans l'autre, prêt à prendre un petit déjeuner rapide, quand soudain il s'arrêta juste à côté de sa Mercedes-Benz Classe S noire et rutilante. Debout à côté de la voiture se tenait une petite fille de plus de 5 ans, ses cheveux bruns emmêlés, collés à son visage pâle de froid. Le manteau de laine grise et filoché qu'elle portait était troué aux poignets et son jean déchiré ne protégeait guère ses jambes maigres. Elle utilisait un vieux chiffon sale pour essuyer lentement les vitres de la voiture. Chaque mouvement était faible et hésitant, comme si elle avait du mal à se tenir debout. Ses grands yeux étaient baissés, fixés sur son travail, évitant tout regard de son entourage. Michael se figea, le regard rivé sur l'enfant. Il resta là, le lait et les sandwichs refroidissant dans ses mains. La scène devant lui rappela une image datant de plusieurs décennies. Un garçon maigre de 10 ans, vêtu d'une chemise trempée et usée, grelottant devant un bar miteux, serrant un chiffon en lambeaux pour essuyer les pare-brises afin de gagner juste assez à acheter une miche de pain. Prenant une profonde inspiration, Michael masqua ses émotions et s'avança vers la voiture. À quelques pas de là, il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. D'une voix grave et calme, sans la moindre menace, il lui demanda « Qui t'a dit de faire ça ?» Toujours tenant le lait et le sandwich, la fillette sursauta et faillit laisser tomber le chiffon. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns rencontrant les siens. La peur vacilla un instant dans son regard avant de laisser place à l'épuisement et à une trace d'espoir fragile. « Non, personne », murmura-t-elle d'une voix si douce qu'elle fut presque emportée par le vent. « Je voulais juste nettoyer cette voiture pour gagner assez d'argent pour acheter du lait. » Ces mots simples mais accablants transpercèrent le cœur de Michael, touchant la partie la plus profonde et la plus enfouie de sa mémoire. Il se souvenait du goût amer de la faim, du froid qui lui déchirait la peau quand personne n'était là pour le réchauffer et du désespoir suffocant de savoir qu'il n'était qu'un fardeau. Il serra plus fort le lait et le sandwich, les yeux rivés sur Emma. Il ne pouvait pas s'en aller, il ne le voulait pas. Il lui tendit le lait et le sandwich. « Prends ça, tu peux manger maintenant. » Emma fixa la nourriture, puis le regarda comme si elle allait croire que c'était vrai. Elle tendit timidement ses petites mains tremblantes, frissonnant à cause du froid et de l'émotion. « Où habites-tu » demanda-t-il ensuite d'une voix plus douce mais empreinte d'une étrange détermination. « Où sont tes parents » Emma hésita un instant, puis, comme si elle réalisait qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle baissa légèrement la tête. « Je vis avec mon beau-père, Rick. Ma maman est décédée. Il dit que si je ramène pas d'argent à la maison, on n'aura rien à manger. » Les mots jaillirent de sa bouche comme un torrent retenu depuis trop longtemps. Michael acquiesça lentement, se redressa, jeta un rapide coup d'œil dans la rue, puis se retourna vers Emma. « Très bien, dit-il d'une voix ferme. Je vais te ramener chez toi. Je vais parler à ton beau-père. » Il tendit doucement la main et posa sa main sur la petite épaule d'Emma. Emma leva les yeux vers lui, le regard rempli d'un mélange de surprise et de doute. Michael soutint son regard sans ciller. Il ne permettrait jamais à quiconque de revivre ce genre de froid et de solitude, pas à un enfant. Il ouvrit la portière de la voiture et attendit qu'Emma monte. Elle regarda le siège en cuir moelleux avec hésitation, mais finit par monter lentement, serrant contre elle le carton de lait, le sac de pain et le vieil écharpe usé. Michael ferma la porte, se dirigea vers l'épicerie, tendit quelques billets au caissier et dit « Gardez la monnaie ». Puis il retourna rapidement à la voiture et démarra.
La Mercedes glissa doucement dans les rues familières. Mais cette fois-ci, elle transportait une nouvelle responsabilité, une vie entièrement nouvelle. La voiture de Michael tourna dans une rue étroite bordée de maisons délabrées, de fils électriques emmêlés et de murs écaillés. Plus il s'enfonçait dans la rue, plus l'air devenait lourd et humide. Finalement, la voiture s'arrêta devant un immeuble délabré, dont la peinture était écaillée et les vieilles fenêtres regardaient dans le vide comme des orbites vides. Michael jeta un coup d'œil à Emma. Elle serrait un ours en peluche usé, le visage pâle, et il n'avait aucune idée que ce qu'il venait de faire allait changer la vie de deux personnes pour toujours. La Mercedes de Michael s'arrêta devant l'immeuble, dont les murs effrités et les fenêtres brisées témoignaient clairement d'un long abandon. Il coupa le moteur et un silence soudain envahit l'habitacle, seulement rompu par le faible crépitement de la pluie contre le pare-brise. Emma, toujours agrippée au carton de lait et au sac de pain à moitié vide, leva les yeux vers l'immeuble, les yeux écarquillés, brillants de cette peur qui lui était si familière. Michael posa une main rassurante sur sa petite épaule. « Tout va bien, j'entrerai avec toi. » Ils sortirent de la voiture. L'air froid et humide frappa le visage de Michael, apportant avec lui une odeur de cigarette froide, d'égout et de quelque chose d'indéfinissable et de pourri. L'entrée de l'immeuble était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par une ampoule vacillante au plafond. Quelque part à l'intérieur, les notes étouffées d'une vieille chanson rock résonnaient à travers les murs, rendant l'endroit encore plus sombre. Ils montèrent l'escalier déformé, chaque marche grinçant sous leur poids, leurs pas résonnant dans un silence qui semblait dangereux. Chaque palier était bordé de portes fermées, vides et peu accueillantes, comme des yeux qui refusaient de voir. Ils s'arrêtèrent enfin devant la porte 2B. La peinture s'était écaillée par endroits, révélant le bois fatigué. La plaque métallique était accrochée de travers par une seule vis. Michael prit une profonde inspiration et frappa. Son coup fut étouffé par la musique qui résonnait à l'intérieur. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Un loquet cliqua et la porte s'ouvrit. Rick Dawson se tenait là, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang, et l'odeur écœurante de l'alcool frappa Michael instantanément. Il portait un T-shirt taché et usé, dont les taches étaient indéfinissables. Son regard glissa sur Michael et se fixa sur Emma, froide, vide, dépourvue de tout, dont les taches étaient impossibles à identifier. Son regard glissa sur Michael et se fixa sur Emma, froid, vide, dépourvu de toute affection. « Combien t'as gagné aujourd'hui ?» grogna Rick, sans se donner la peine de demander qui était Michael, ni pourquoi Emma était l'homme. Il n'avait Dieu que pour une seule chose. Michael s'avança pour s'interposer entre Emma et Rick. « Bonjour, je m'appelle Michael Grant. J'ai vu Emma dans la rue en train de laver des vitres de voiture. Je me suis dit qu'elle avait peut-être des problèmes et que j'aimerais t'en parler. » Rick plissa les yeux, un sourire narquois se dessinant au coin de sa bouche mal rasée. « Des ennuis? Qui es-tu pour t'en soucier? » Laver des vitres, c'est le travail le plus facile qu'elle puisse faire. Mais si tu es un bien-pensant ou un millionnaire qui veut jouer au papa, c'est simple. Donne-moi 1 000 $ en guise de remboursement pour l'avoir élevé toutes ces années. Michaelton resta calme. Les enfants ne s'achètent pas et je ne vais pas payer pour les soins décents que vous auriez dû lui donner. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à la négociation. Si vous ne pouvez pas vous occuper d'elle correctement, je contacterai les services de protection de l'enfance. Rick eut un rire sec et méchant. Pour qui vous prenez-vous? Elle est à moi, vous n'avez pas ton mot à dire. Il tendit la main vers Emma. Michael le bloqua instantanément, ne le laissant pas la toucher. Un rapide coup d'œil à l'intérieur de l'appartement en dit long à Michael. Des ordures s'empilaient, des bouteilles de bière vides jonchaient le sol, les murs étaient tachés de moisissures humides, un matelas sale gisait au milieu de la pièce, pas de couverture, pas de jouets, rien qui indiquait qu'un enfant vivait là. L'odeur de fumée rance et de bière aigre était si forte que Michael dut retenir son souffle. Ce n'était pas un foyer, c'était un piège. La voix de Rick était basse et aiguë, son visage déformé par la rage. « Sors d'ici si t'es une sorte de sponsor ou de bienfaiteur. Donne-moi l'argent, sinon fous le camp de chez moi. » Il se jeta contre la porte et la claqua au nez d'Emma.
Le clic métallique de la serrure résonna plusieurs fois de suite. Michael resta immobile un instant, fixant la porte fermée. Emma était toujours là, toujours prisonnière de cet enfer. Ses poings se serrèrent, l'impuissance et la colère lui serrant la poitrine. Il savait qu'il ne pouvait pas entrer de force. Cela ne ferait qu'empirer les choses d'un point de vue juridique. Il lui fallait un plan. Alors qu'il se retournait pour partir, les gémissements étouffés d'une vieille chanson grinçante s'échappaient encore de l'appartement. Il commença à descendre les escaliers lorsqu'une voix rauque l'appela doucement derrière lui. Il prit rapidement quelques photos de la scène avant de s'éloigner. Une femme âgée aux cheveux blancs comme neige, enveloppée dans une épaisse robe en laine, se tenait appuyée contre la rampe, les yeux troubles fixés sur lui. « Si vous vous en souciez vraiment, jeune homme, murmura-t-elle d'une voix semblable au bruissement des feuilles sèches, revenez avant qu'il ne soit trop tard. Cette petite fille n'a plus beaucoup de temps à vivre ce soir. » Le vent du Charles River balayait les rues, apportant avec lui une fraîcheur humide. Michael était assis dans son bureau, dans le penthouse, mais son esprit était loin du contrat posé devant lui. L'image de l'appartement 2B et l'avertissement de la voisine tournaient en boucle dans sa tête. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 27h27. Une partie de lui voulait l'ignorer, mettre cela sur le compte des problèmes d'une autre famille, mais le souvenir de lui-même, âgé de 10 ans, abandonné dans une maison délabrée avec un père ivre du matin au soir, ne le laissait pas tranquille. Michael attrapa son manteau et se dirigea vers le garage. Son objectif était clair. Retourner à l'immeuble où se trouvait le 2B, observer, recueillir plus d'informations avant de décider de la suite. Une pluie nocturne légère mais persistante avait laissé une fine brume sur le trottoir. Michael se gara au bout du pâté de maison et coupa le moteur. Il se précipita pas pour sortir. Au lieu de cela, il resta assis là, regardant l'immeuble marqué 2B, repensant à ce que le voisin lui avait dit ce matin-là. Le malaise qu'il ressentait dans sa poitrine l'empêchait de rester en place. Il gravit les marches humides et frappa légèrement à la porte de l'appartement en face du 2B. En quelques secondes, la porte s'entr'ouvrit, laissant échapper une lumière jaune et chaude qui révéla le visage profondément marqué de la femme à l'intérieur. « Je sais qu'il tard, commença Michael, mais je dois savoir comment Emma vit vraiment. » Elle jeta un coup d'œil dans le couloir sombre, puis ouvrit la porte plus largement en lui faisant signe d'entrer. L'appartement était petit mais propre et chaleureux, avec une légère odeur de tisane dans l'air. Elle lui versa une tasse de thé chaud, la voix basse et calme. Elle ne sourit presque jamais depuis la mort de sa mère. C'est comme si elle avait perdu sa voix aussi, Rick. Ce n'est pas un homme bien, il ne travaille pas, il vit des allocations de sa mère et vend des bricoles. Il fait même laver les vitres des voitures par la petite pour gagner de l'argent. Mais maintenant que la plupart des allocations ont été supprimées, il laisse de mauvaise humeur et boit davantage. Michael écoutait, serrant la tasse entre ses mains pour se réchauffer. Elle continua comme si elle libérait enfin une frustration longtemps refoulée. Elle n'a que 5 ans, mais elle doit se débrouiller seule la plupart du temps. Je l'ai souvent vue fouiller dans les poubelles communes à la recherche de restes qu'elle pouvait encore manger. Une fois, elle a ramené à la maison un carton de lait périmé, l'a mélangé et a dit que c'était mieux que rien. Michael serra plus fort la poignée de la tasse. Ces histoires ne les mettaient pas seulement en colère, elles le ramenaient directement à ses propres souvenirs d'enfance. La maison froide, le père alcoolisé et les repas dépourvus de toute chaleur familiale. La femme se leva et désigna un coin de la pièce où un petit écran était connecté à une caméra de sécurité dans le couloir. « Je ne suis pas du genre à se mêler des affaires des autres, mais cet enfant ne mérite pas ça. » Sur l'écran, la vue à l'extérieur de l'appartement 2B est apparue. Une faible lumière jaune se répandait sur le sol carrelé gris. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Emma est sortie en serrant un sac poubelle 2 fois plus grand qu'elle, titubant tandis qu'elle le traînait dans les escaliers. Michael a froncé les sourcils. Peu après, elle est revenue avec un verre d'eau qu'elle a posé sur la table à côté de Rick, qui était assis devant la télévision, entouré de canettes de bière vides et de paquets de cigarettes. Il pas une seule fois, se contenta de prendre le verre, boit une longue gorgée et le reposa si violemment que de l'eau éclaboussa le tapis. Emma se précipita pour l'essuyer avec sa manche, qui fut immédiatement trempée. « Il a l'habitude, » murmura le voisin. « Rick ne pas le frappe, mais la froideur est pire. Je ne l'ai jamais vu demander si les garçons avaient assez à manger. »
Elle s'interrompit, jeta un coup d'œil vers le couloir sombre, puis baissa encore plus la voix. J'ai pensé appeler les services sociaux, mais ici tout le monde sait que Rick fréquente de mauvaises personnes. Un homme a perdu son travail et sa maison juste pour lui avoir marché sur les pieds. J'ai peur qu'il se venge et que le garçon souffre encore plus. Tout ce que je peux faire, c'est de surveiller de loin. Sur l'écran, Emma était revenue sur le canapé. Elle était recroquevillée, les genoux contre la poitrine, serrant un ours en peluche usée. Son regard était fixe, comme si elle cherchait un moyen de s'échapper de ces quatre murs sans jamais se lever. Michael se pencha vers l'écran. Il remarqua le réfrigérateur derrière Rick, la porte légèrement entr'ouverte, qui ne contenait que quelques canettes de bière, un pot de margarine presque vide de margarine et un paquet de nouilles instantanées. Pas la moindre trace de nourriture fraîche pour un enfant. Il resta assis en silence pendant un long moment, observant et essayant de reconstituer la vie d'Emma, chaque détail, les sacs poubelles, les canettes de bière, la manche humide, qui le replongeait dans ses propres souvenirs d'enfance comme une lame silencieuse. Le voisin lui jeta un coup d'œil. « Vous vraiment comptez l'aider? Faites attention. Les amis de Rick ne sont pas des gens bien, dit-il. » Michael acquiesça légèrement, les yeux toujours rivés sur l'image d'Emma à l'écran. Il n'avait pas encore de plan précis, mais une chose était sûre. Il était hors de question de partir sans rien faire. Le ciel gris et plombé du matin jetait une froideur humide sur le quartier. Même si Michael Grant avait quitté l'appartement de son voisin âgé quelques heures plus tôt, les images qu'il avait vues sur la caméra de surveillance lui donnaient encore des frissons dans le dos. Les cris de Rick, Emma qui se recroquevillaient, les ecchymoses et cet inconnu sinistre avec son enveloppe mystérieuse, tout cela tournait dans son esprit comme un cauchemar réveillé. Dans le studio 2B miteux, la télévision hurlait, essayant en vain de couvrir la voix de Rick Hill se tenait au milieu du salon, le visage rouge, une canette de bière serrée dans la main, fixant Emma d'un regard noir. Il avait bu toute la nuit et l'ivresse s'était transformée en une rage méchante et laide. « Qu'est-ce que tu as dit à ce type, hein? » cracha-t-il, chaque mot imprégné de l'odeur d'alcool qui rendait la pièce encore plus étouffante. « Ce type qui t'a raccompagné hier, tu lui as dit quelque chose? » Emma était recroquevillée dans un coin, les genoux repliés contre sa poitrine, serrait son ours en peluche déchirée qui tremblait dans ses petites mains à chaque cri perçant. Elle secouait la tête sans cesse, les grands yeux gonflés par les larmes, mais silencieuse. Elle savait que le moindre mot pourrait déclencher une nouvelle tempête. « Si je t'entends ouvrir la bouche, encore une fois... » Rick se précipita vers elle, saisit son col de sa main rugueuse et la tira du sol froid. Son petit corps fut soulevé dans les airs, ses jambes minuscules battant l'air sans pouvoir bouger. « Tu ne reverras jamais la lumière du jour, tu m'entends? » Il la lâcha brusquement et elle trébucha en arrière, manquant de tomber par terre. Emma serra l'ours plus fort contre elle. Sa poitrine halte en un « reverra jamais la lumière du jour, tu m'entends? » Il la lâcha brusquement et elle trébucha en arrière, manquant de tomber par terre. Emma serra l'ours plus fort contre sa poitrine. Un bruit sourd résonna, mais elle ne fit aucun bruit, se recroquevillant sur elle-même, essayant de se faire aussi petite que possible, comme si elle pouvait disparaître dans le mur. « Dans ta chambre !» aboya Rick, dégoulinant de mépris. Emma se releva précipitamment, les jambes tremblantes, et se précipita dans la chambre sombre et vide. La porte claqua, suivie du clic sec d'une serrure, comme un cadenas qui se referme. Le rire moqueur de Rick flottait dans l'air, se mêlant au bruit du match de basket à la télévision, transformant l'appartement en prison. Assise contre la porte, les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'osait pas faire un bruit. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans le centre-ville de Boston, Michael entra dans le bureau de Samantha Lee. Le bruit des klaxons et l'agitation de la ville résonnaient encore à l'extérieur, mais à l'intérieur, la tension était palpable. Samantha était assise derrière son bureau, l'air grave. Elle posa une tasse de café fumante devant Michael, mais son visage ne trahissait aucune trace de détente. « Nous avons un problème », dit-elle sans préambule. Elle tourna l'écran de son ordinateur portable vers lui. Celui-ci affichait une série de messages anonymes publiés sur des forums locaux et des réseaux sociaux. Les photos montraient Michael debout à côté d'Emma sur le parking d'une station-service,
accompagné de légendes malveillantes. Un homme étrange s'approche d'une jeune fille. Attention aux prédateurs dans les banlieues. Le milliardaire pervers, ne laissez pas vos enfants s'approcher de lui. Les commentaires en dessous grouillaient de jugement et de haine, comme une meute de prédateurs sentant une proie fraîche. Michael fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Puis il comprit. Juste après avoir aidé Emma à monter dans la voiture ce jour-là, il y avait un homme qui fumait dans un coin du parking, les yeux rivés sur eux. Il n'avait rien acheté, il était juste resté là, son téléphone à la main. Il était très probable qu'il ait pris ses photos et les ait envoyées à Rick. Rick fait le premier pas, analysa Samantha d'un ton n'avait rien acheté, il restait juste là, son téléphone à la main. Il était très probable qu'il ait pris ses photos et les ait envoyées à Rick. Rick fait le premier pas, analysa Samantha d'un ton glacial. Je pense que le frère de ce voisin dessus a confronté a dû le prévenir. Même si Rick est un ivrogne, il semble qu'il y ait un complot et qu'il soit dans l'état d'alerte. Elle se pencha légèrement en avant, la voix délibérée. Il sait que tu en as trop vu, alors il utilise l'opinion publique pour te salir et faire de toi le méchant. Ces mots le frappèrent comme des coups, et s'il continue à alimenter les gens avec ses histoires, je pense qu'ils croiront que c'est toi le méchant. Michael serra la poignée de sa tasse de café. La vapeur qui s'en dégageait ne parvint pas à dissiper le froid qui lui glaçait la poitrine. « Je me fiche d'avoir mauvaise réputation, dit-il fermement. Je veux juste sortir Emma de là, quoi qu'il en coûte. » Samantha le coupa brusquement, la voix inhabituellement échauffée. « Parce que ce sera son arme si l'opinion publique se retourne contre toi. Il l'utilisera pour prouver que tu es une menace. Tu perdras tout contact avec Emma, même si nous allons au tribunal. Tu dois te rappeler qu'il a beaucoup de relations louches. Quelques articles diffamatoires ne sont rien pour lui. » Michael comprit. Il acquiesça, la colère et l'inquiétude se mêlant en lui. Son instinct d'homme d'affaires lui faisait comprendre que le problème de Rick n'était pas simplement de négliger la jeune fille. Il y avait une autre raison, une raison qu'il osait imaginer. Il devait d'abord retourner là-bas et s'assurer qu'elle était en sécurité. Cet après-midi-là, Michael retourna au coin de la rue où il avait rencontré Emma la veille, à l'endroit où elle vendait habituellement des pâtisseries. Il marcha le long du trottoir, scrutant chaque ruelle et chaque perron, mais la petite silhouette familière était introuvable. Un sentiment de malaise le parcourut. À cette heure-ci, elle était généralement là. Il entra dans la petite épicerie dont le propriétaire aimable avait déjà donné des pâtisseries à Emma. L'homme empilait des marchandises sur l'étagère, l'air fatigué. « Bonjour, Michael, dit-il en essayant de garder la voix ferme. « Je cherche la petite fille qui vend des pâtisseries ici. » « Emma ?» Le propriétaire de l'épicerie marqua une pause, puis secoua tristement la tête. « Oh, celle-là !» Depuis hier soir, Rick ne l'a pas laissé sortir. Il soupira, les yeux pleins de pitié. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui non plus. Ce type la garde enfermée comme si elle a une sorte de trésor. Michael sentit son cœur se serrer. Si elle n'était pas sortie, cela signifiait qu'elle était dans cette maison avec Rick, un homme cruel et dangereux. La peur s'insinua en lui. Que pouvait-il bien lui faire en ce moment? En sortant de l'épicerie, il aperçut une femme sans abri qui s'asseyait souvent au coin de la rue. Emma lui donnait secrètement des pâtisseries chaque fois qu'elle en vendait. La vieille femme était appuyée contre le mur, le regard terne, observant la circulation. « Bonjour, Michael, dit-il en se penchant légèrement. « Avez-vous vu Emma, la petite fille qui est assise ici d'habitude? » La femme leva la tête et croisa son regard embrumé. Elle cherchait Emma. Elle répondit d'une voix rauque. « Je ne l'ai pas vue depuis ce matin, mais... » Elle hésita, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. La dernière fois qu'elle m'a parlé, elle pleurait. Elle m'a dit que Rick allait m'envoyer loin d'ici. Elle était terrifiée. Michael recula d'un pas. « L'envoyer loin d'ici? » Les mots résonnèrent dans son esprit comme des coups de marteau. « L'envoyer où? À qui? » « Au téléphone. Je la livrerai. » Et maintenant, les mots d'Emma. Tout s'imbriquait de manière effrayante. À la tombée de la nuit, alors que les lampadaires s'allumaient, Michael était toujours garé dans un coin caché, les yeux fixés sur l'immeuble marqué 2B. La peur qui l'habitait s'était transformée en une terreur froide et pesante. Soudain, son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Tu veux savoir où elle est ce soir? Apporte de l'argent. » Il fixa l'écran. Pas de nom, pas de détails,
juste un message suspendu comme un appât dans une eau trouble, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Il puisse l'ignorer. Emma était en danger. Le message anonyme s'afficha sur l'écran de Michael. Il prit une capture d'écran et l'envoya à Samantha. Quelques minutes plus tard, elle le rappela. Sa voix était urgente mais calme. « Ne réponds pas. C'est la preuve qu'ils retiennent Emma en otage pour extorquer de l'argent. J'ai déjà déposé une demande d'urgence auprès du département de l'enfance et de la famille avec tout ce que tu as. Le SMS anonyme, la déclaration du voisin et même les messages diffamatoires. Ils l'ont approuvé. Un travailleur social et un policier nous retrouveront là-bas dans 1 heure. Tu es prêt? » « Je suis toujours prêt, » répondit Michael d'une voix grave et basse. 1 heure plus tard, la nuit était tombée. Une légère bruine brouillait les lampadaires. La voiture de Michael était garée à une courte distance du bâtiment 2B, immobile et silencieuse comme un prédateur à l'affût. Peu après, une berline banalisée s'est garée derrière lui. Samantha en est sortie, suivie d'une femme d'âge moyen vêtue d'un long manteau, l'air sévère mais calme. Madame Albright, une assistante sociale du DCF et un grand policier silencieux, Monsieur Grant, a dit Samantha en les présentant. « Madame Albright, nous vous laissons prendre les choses en main. Vous êtes ici en tant que témoin. Ne parlez pas, sauf si on vous le demande, répondit Michael en hochant la tête. Ensemble, ils entrèrent dans le bâtiment, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier humide et moisie. Un coup sec et autoritaire retentit contre la porte. La musique rock qui jouait à l'intérieur s'atténua, puis s'arrêta complètement. Après quelques secondes de silence, la porte s'ouvrit. Rick se tenait là, les yeux rougis et irrités. Dès qu'il aperçut le groupe, en particulier Michael, son visage changea. « Encore vous? Foutez le camp d'ici, c'est une propriété privée, » grogna-t-il en essayant de claquer la porte. Le policier posa immédiatement une main contre celle-ci, d'une voix neutre et inflexible. « Monsieur Dawson, nous avons une urgence, une vérification du bien-être d'un enfant autorisé par les services sociaux. Vous avez le droit de garder le silence, mais vous opposer à un agent ne fera qu'empirer les choses. » Rick se figea, les yeux rivés sur le badge du policier. Il marmonna un juron entre ses dents, puis recula à contre-cœur, laissant la porte ouverte. L'appartement était sombre, une odeur d'alcool et de moisi leur frappa immédiatement les narines. Des bouteilles de bière vides jonchèrent le sol et de la nourriture pourrie était éparpillée sur la table. Le regard perçant de Mme Albright balaya la pièce du regard, enregistrant chaque détail. Michael réprima sa colère et chercha Emma du regard. Elle était recroquevillée dans un coin, serrant un ours en peluche en lambeaux comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage. Elle pleurait, mais ses grands yeux étaient vides lorsqu'elle aperçut Michael. Une faible étincelle vacilla, puis disparut, remplacée par une terreur absolue lorsque son regard se porta sur Rick. Madame Albright s'approcha lentement et s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. Sa voix était étonnamment douce. « Bonjour Emma, je suis Madame Albright. Je suis venue m'assurer que Toutou est en sécurité. Tu es blessée? » Emma secoua la tête en serrant plus fort son ours en peluche. Madame Albright souleva délicatement la manche effilochée de son pull. De vieilles ecchymoses jaune-vert et quelques égratignures récentes marquèrent sa peau fragile. C'est alors que Samantha prit la parole en tendant un dossier. « Madame Albright, voici les messages de chantage, les messages diffamatoires contre M. Grant et les déclarations des voisins affirmant qu'Emma est privée de nourriture. Nous pensons que cet enfant se trouve dans un environnement dangereux. » Rick explosa en pointant Michael du doigt. « Ce salaud qui a inventé tout ça, il essaye d'enlever ma fille. » Le policier s'avança, le regard fixé sur Rick. « Calmez-vous, monsieur. » Madame Albright ignora complètement Rick, toute son attention concentrée sur Emma. « Emma, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes honnêtement ce soir. Où te sentirais-tu en sécurité? » La pièce semblait retenir son souffle. Emma leva la tête, les yeux remplis de larmes, jetant des regards entre Rick qui la fixait avec une rage brûlante et Michael qui se tenait silencieusement près de la porte, le regard plein d'inquiétude et d'espoir. Une bataille silencieuse se livrait dans ses yeux. Finalement, d'une voix si faible qu'elle était à peine audible, elle dit « Je veux aller avec lui. » Les mots tombèrent comme un verdict. Rick rugit comme un animal blessé, se précipitant vers Emma. « Petite,
Mais avant qu'il ne puisse la toucher, le policier l'intercepta et lui tordit le bras derrière le dos. « Vous avez dépassé les bornes. » Madame Albright se leva, l'air déterminé. « La décision a été prise pour la sécurité de l'enfant. Nous exécutons l'ordre de placement immédiat. Elle sera placée en famille d'accueil. » Elle se tourna vers Michael. « Monsieur Grant, après une vérification préliminaire de votre dossier et de votre domicile, les services sociaux autorisent Emma à rester avec vous temporairement. » Michael expira, soulagé, comme si un poids de 500 kilos venait de lui être enlevé des épaules. Il s'avança et s'agenouilla devant Emma. « Allez, rentrons à la maison. » Emma lâcha l'ours et courut se jeter dans ses bras, enfouissant son visage dans son manteau. Elle pleurait, mais son petit corps tremblait de manière incontrôlable, tandis que Michael la portait hors de l'appartement. Les jurons de Rick résonnaient encore derrière eux. Ils entrèrent dans le couloir où l'air semblait un peu plus pur. Samantha marchait à ses côtés, la voix basse. « Nous n'avons gagné que la première manche. Cette ordonnance de placement temporaire n'est valable que pour 72 heures. L'audience d'urgence qui aura lieu ce soir reste le vrai combat. » Cette nuit-là, le penthouse, d'habitude si calme et ordonné, fut pour la première fois percé par le son de sanglots étouffés dans l'obscurité. Michael se réveilla en sursaut dans le fauteuil où il veillait depuis qu'Emma s'était endormie. Elle était recroquevillée sous la douce couverture en cachemire, le front moite de sueur, ses petites mains agrippant le bord de la couverture comme si elle avait peur que quelqu'un la lui arrache. « Non pas, » murmura-t-elle dans son sommeil. Michael s'agenouilla à côté d'elle, le cœur serré comme s'il était saisi par une main invisible. Il n'avait jamais réconforté un enfant auparavant. Sa voix était maladroite mais ferme. « Tout va bien, Emma. Je suis là, tu sûr, maintenant. » Comme par magie, ses sanglots se calmèrent et son petit corps se détendit. Michael resta là à regarder son visage endormi et comprit que ce que Rick avait laissé derrière lui était gravé bien plus profondément que la surface de sa peau. Le lendemain matin, comme l'avait demandé le DCF, il emmena Emma à la clinique pédiatrique désignée. Une légère odeur d'antiseptique flottait dans l'air et les murs blancs semblaient froids et stériles. Emma s'accrochait fermement à sa main, ses yeux fatigués suivant chaque visage inconnu. Le docteur Evansa, une femme douce, se pencha vers elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour Emma, je vais juste te regarder rapidement. Ça ne fera pas mal, d'accord? » Elle pesa et mesura la petite fille, notant une légère malnutrition et une carence en vitamines. Lorsque ses doigts effleurèrent une vieille échymose sur le bras d'Emma, l'enfant tressaillit. « Comment t'es-tu fait ça, ma chérie? » Emma baissa la tête. « Je suis tombée. » Les mots frappèrent Michael comme une lame émoussée qui se tordait dans sa mémoire. Il avait autrefois été le garçon qui mentait à ses professeurs en disant qu'il était tombé dans les escaliers pour cacher les marques d'une ceinture. Le docteur Evans posa une main sur son épaule et dit doucement « Au moins maintenant, c'est mieux que personne ne l'ait amené ici. » Il acquiesça, mais sa gorge se serra. Mieux que rien. Ce minimum vital n'était pas une norme à laquelle un enfant devait se conformer pour survivre. Ensuite, un psychologue pour enfants joua un jeu de puzzle avec Emma. Chaque fois qu'un bruit fort résonnait dans le couloir, elle sursautait. Lorsqu'il éleva accidentellement la voix, Emma se recroquevilla instantanément sur elle-même, les bras serrés autour de sa poitrine. Michael agrippa fermement l'accoudoir de sa chaise, se forçant à rester en place. En fin de matinée, les rapports médicaux et psychologiques étaient terminés. Le docteur Evans lui entendit une copie, d'un ton grave et sérieux. « Les blessures intérieures mettront beaucoup plus de temps à guérir. Je vais envoyer ça directement au DCF et à votre avocat. » Michael emmena Emma dehors. Elle posa sa tête contre son épaule, épuisée, mais murmura tout de même. « Oncle, le lait est bien meilleur ici que le pain moisi de mon ancienne maison. » Il s'arrêta net. Ses mots étaient aussi légers qu'une brise passagère, mais ils lui donnèrent envie de se retourner et de trouver Rick immédiatement. Cet après-midi-là, alors qu'ils dessinaient ensemble, le téléphone sonna. C'était Samantha. « Michael, le rapport est très solide, mais Rick a demandé une visite supervisée demain après-midi. » Michael serra le crayon de couleur jusqu'à en blanchir les jointures. Il jeta un coup d'œil à Emma, concentré sur son coloriage, et sentit une promesse grandir en lui. Même s'il ne s'agissait que d'une seule rencontre,
Il ne laisserait jamais cet homme lui faire du mal à nouveau. La salle de visite des services de protection de l'enfance était conçue pour effacer toute trace d'émotion. Des murs beige et ternes, une simple table en bois et quelques chaises en plastique rigide. Pas de photos, pas de jouets, juste une petite caméra de surveillance fixée en hauteur dans un coin, silencieuse et immobile. Michael et Emma arrivèrent avec 10 minutes d'avance. Emma portait de la petite robe à fleurs que Michael venait de lui acheter, mais elle ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses grands yeux. Elle serrait sa main très fort, ses petits doigts étaient glacés. Madame Albright, l'assistante sociale, était déjà là, assise à une petite table dans le coin, un cahier à la main. Juste à l'heure, la porte s'ouvrit et Rick entra. Il avait fait un effort pour avoir l'air présentable, avec une chemise boutonnée, vieille mais propre, mais les cernes sous ses yeux et le flash de haine qui passa dans son regard lorsqu'il croisa celui de Michael le trahir. « Salut, papa », dit Rick en forçant un sourire qui semblait faux et tordu. Emma se blottit immédiatement contre Michael, tout son corps se raidissant, dit Rick en forçant un sourire qui semblait faux et crispé. Emma se blottit immédiatement contre Michael, tout son corps se raidissant. Madame Albright prit la parole d'une voix calme et professionnelle. « Bonjour, Monsieur Dawson. Comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'une visite supervisée d'une durée de 20 minutes. Monsieur Grant peut rester ici en tant que tuteur temporaire d'Emma, mais je vous demande de ne pas intervenir sauf en cas de nécessité. C'est votre moment avec elle. » Michael acquiesça et prit place à côté d'Emma, tuteur temporaire d'Emma, mais veuillez vous abstenir d'intervenir sauf en cas de nécessité. C'est votre moment avec elle. Michael acquiesça et prit place à côté d'Emma, sa main toujours enroulée autour de la sienne, lui transmettant un peu de chaleur et de force. Rick tira une chaise et s'assit en face d'eux, essayant d'adoucir le ton de sa voix. « Emma, rentre à la maison avec papa. Tu me manques tellement. Ta chambre est toujours là. Elle t'attend. » Emma resta silencieuse, secouant vigoureusement la tête, ses cheveux bruns en bataille se balançant au rythme de ses mouvements. Ses yeux brillaient tandis qu'elle fixait le sol. Sa douceur échoua. La patience de Rick s'épuisa. Le masque du père inquiet commença à se fissurer. « Qu'est-ce qui se passe? » Sa voix se fit plus aiguë. « Ce type te nourrit bien, t'habille bien, et maintenant tu oublies qui est ton vrai père? » Madame Albright leva la tête de ses notes, l'air menaçant. « Monsieur Dawson, veuillez vous comporter correctement. » Rick l'ignora. Il se pencha en avant, sa voix se réduisant à un sifflement menaçant, juste assez fort pour que toute la pièce puisse l'entendre. « Tu ne crois pas que tu peux m'échapper, n'est-ce pas? Tu n'as pas à m'échapper. Pense pas que tu peux m'échapper, tu m'entends? Tu es toujours à moi, tu seras toujours à moi. » C'est alors qu'Emma retrouva sa voix. Elle releva brusquement la tête et croisa le regard injecté de sang de Rick. Un courage soudain surgit du plus profond de sa peur. « Je ne veux pas retourner là-bas. » La voix de la jeune fille tremblait, mais était claire comme de l'eau de roche. « Je ne veux pas. » Michael serra les poings jusqu'à en blanchir les jointures, tous les muscles de son corps tendus par la colère. Il ne voulait rien de plus que se précipiter pour sortir Emma de cette situation, mais il savait qu'il devait se retenir. Tout geste impulsif pourrait être déformé et utilisé contre lui par l'avocat de Rick. Emma chercha son regard pour implorer son aide. Tout ce qu'il put faire fut d'acquiescer légèrement, lui promettant en silence qu'il ne laisserait rien lui arriver. Le comportement de Rick n'échappa pas à l'œil vigilant de Madame Albright. Son stylo courait rapidement sur la page, enregistrant chaque mot, chaque geste menaçant. « Vos 20 minutes sont écoulées », annonça Madame Albright d'une voix froide et tranchante qui coupa l'air tendu. « La réunion est terminée. » Rick se leva d'un bond, lança un regard noir à Michael et sortit en claquant la porte derrière lui. Dès que la porte se referma, Emma laissa éclater les sanglots qu'elle retenait et se mit à pleurer à chaudes larmes. Michael l'enlaça immédiatement et lui caressa doucement le dos. Tremblante, Madame Albright s'avança et posa une main sur l'épaule de Michael. « Vous avez très bien fait de garder votre sang-froid, dit-elle. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui figurera dans mon rapport au tribunal. » Il s'est mis lui-même dans une position désavantageuse. Lorsqu'ils arrivèrent au parking, Michael ressentit un léger soulagement. Les preuves étaient désormais plus claires que jamais. Il installa Emma dans son siège, qui s'était endormie, épuisée par ses pleurs, et démarra la voiture.
Au moment où il s'apprêtait à partir, son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu s'afficha. « Fais attention, il ne s'arrêtera pas là. » Ce message anonyme ressemblait à une sombre prophétie. Michael avait sous-estimé l'audace de requête son réseau secret de relations. 3 jours avant l'audience d'urgence, les attaques ne le visaient plus seulement à titre privé, elles avaient explosé dans les médias locaux. Tout avait commencé par un article publié sur un site People en ligne avec un titre sensationnel. Le mystère de la disparition d'une fillette de 5 ans. Un millionnaire de l'immobilier impliqué. Écrit par un journaliste anonyme, l'article déformait habilement la vérité et dépeignait Michael comme un homme étrange qui avait attiré une pauvre petite fille dans sa voiture de luxe. Il citait des déclarations inventées de voisins inquiets qui affirmaient que Michael avait eu un comportement suspect. L'article s'abstenait de porter des accusations directes, mais il semait le doute dans l'esprit du lecteur. Accompagné d'une photo floue de Michael et Emma à la station-service, le scandale s'est propagé comme une traînée de poudre. Les forums locaux et les groupes de parents sur les réseaux sociaux étaient en ébullition. Les commentaires haineux et moralisateurs affluaient. Les riches pensent toujours qu'ils peuvent tout se permettre. Quelqu'un doit enquêter sur ce type. Ça se voit rien qu'en le regardant, il a l'air louche. Louche. La pression commença à s'insinuer dans la vie de Michael. Quelques partenaires commerciaux l'appelèrent d'un ton soudainement méfiant. Le gérant de l'immeuble lui signala que certains résidents s'étaient plaints de la présence d'un inconnu dans la résidence. Mais le pire était l'effet que cela avait eu sur Emma. Un soir, alors que Michael lui lisait une histoire pour l'endormir, elle leva soudain les yeux vers lui, la voix empreinte d'inquiétude. « On a dit à la télé que tu étais un méchant. » « Est-ce un méchant? Est-ce qu'ils vont me renvoyer chez Oncle Rick? » Michael ferma le livre, la poitrine serrée comme si une blessure venait d'être ouverte. Il prit Emma dans ses bras et lui dit doucement mais fermement, « Non, Emma, ils ne connaissent pas la vérité. La vérité, c'est que je te protégerai toujours. Personne ne pourra t'enlever. » Mais il savait que les mots ne suffisaient pas. Il devait riposter. Il appela Samantha, la voix ferme et résolue. « On ne peut plus rester ici. Il ne nous laisse plus tranquilles. Plus rester les bras croisés. Il est en train de me transformer en monstre aux yeux du public. Je le sais. » Samantha répondit d'un ton sec et froid, « Et c'est exactement ce que nous allons faire au tribunal. Mais d'abord, nous avons besoin de plus que des rapports médicaux. Nous avons besoin de voix vivantes, de vrais témoins. » C'est alors que Michael se souvint de la gentille voisine âgée et du propriétaire du magasin du coin. Il décida de les rechercher à nouveau, mais cette fois-ci, il n'irait pas seul. Samantha envoya un détective privé pour enregistrer officiellement leur déclaration. Après quelques hésitations, la voisine âgée finit par accepter. Elle raconta en détail les fois où elle avait vu Emma affamée, crier dessus et visiblement effrayée. « Je suis trop vieille pour avoir peur maintenant, » dit-elle d'une voix tremblante. « Cet enfant mérite une vie différente. » Le propriétaire du magasin confirma également qu'Emma venait souvent d'acheter des nouilles instantanées à crédit trop vieille pour avoir peur maintenant, a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Cet enfant mérite une autre vie. » Le propriétaire de l'épicerie a également confirmé qu'Emma venait souvent d'acheter des nouilles instantanées à crédit et qu'elle avait toujours l'air maigre et triste. Leur déclaration, bien que simple, était parmi les pièces les plus véridiques du puzzle sur la vie infernale d'Emma. Samantha a compilé tous les rapports médicaux et psychologiques, les notes prises lors de la visite supervisée, les SMS de chantage, les déclarations des 2 témoins et même les articles diffamatoires. Le dossier contre Rick s'épaississait de jour en jour. Pour contrer la campagne de diffamation, Michael a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. S'exprimer publiquement. Il n'a pas tenu de conférence de presse et n'a accordé aucune interview. Il a simplement publié un court message sur le compte de son entreprise qui ne servait normalement qu'à partager des informations sur l'immobilier. Dans la vie, il faut parfois se battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Protéger un enfant du mal n'est jamais une erreur. La vérité finit toujours par triompher. Le message n'attaquait personne et ne donnait pas d'explications détaillées, mais il affichait une position inébranlable. Presque immédiatement, il a déclenché une vague de soutien dans le sens contraire. Beaucoup ont commencé à remettre en question la crédibilité des articles de tabloïds. Des partenaires commerciaux et d'autres personnes qui connaissaient le caractère de Michael sont exprimés pour le défendre.
Le vent de l'opinion publique a commencé à tourner ce soir-là. Michael a ressenti un léger soulagement. Emma et lui ont préparé des cookies ensemble. L'odeur du beurre et du sucre a envahi l'appartement, dissipant la tension qui régnait dans l'air. Quand Emma, les mains et le visage couverts de farine, lui a adressé un large sourire, Michael a su qu'il avait pris la bonne décision. Il ne se battait pas seulement pour Emma, il lui enseignait une leçon importante. Ne jamais céder à l'injustice et aux mensonges. Le lendemain matin, une épaisse enveloppe est arrivée chez Samantha. Elle contenait une lettresse battée pas seulement pour Emma, il lui enseignait une leçon importante. Ne jamais céder face à l'injustice et aux mensonges. Le lendemain matin, une enveloppe épaisse est arrivée au bureau de Samantha. À l'intérieur se trouvait une convocation officielle du tribunal. Audience d'urgence le lendemain à 9 heures. La salle d'audience pour les affaires familiales et juvéniles n'avait rien à voir avec les salles d'audience pénales vues dans les films. Elle était plus petite, sans jury, et l'éclairage était plus tamisé afin d'apaiser la tension des jeunes âmes présentes. Mais pour Michael, l'atmosphère était toujours lourde, presque palpable. Il était assis à côté de Samantha, vêtu d'un costume impeccable, le dos parfaitement droit. De l'autre côté de la pièce, Rick était assis avec son avocat, un homme à l'air suffisant. Rick semblait agité, ses yeux vers la porte où Emma allait être amenée par un travailleur social. La juge Williams, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au regard à la fois sévère et compatissant, entra. Elle frappa le marteau et l'audience commença. L'avocat de Rick prit la parole en premier, présentant une version des faits complètement différente. Il dépeignit Rick comme un père célibataire en deuil qui luttait pour élever sa fille après la mort de sa femme. Il affirma que Michael, un millionnaire solitaire, était devenu obsédé par la jeune Emma et l'avait approchée de manière illégale, puis avait utilisé sa fortune et son influence pour fabriquer des accusations afin de lui enlever l'enfant. Il présenta même des articles de tabloïds comme preuve, présentant Michael comme un homme au caractère douteux. Michael dut serrer les poings sous la table pour contenir sa colère. Samantha posa doucement et posait sa main sur son bras pour lui rappeler silencieusement de rester calme. Lorsque ce fut le tour de Samantha, elle n'a pas contesté les articles de tabloïds. Elle s'est levée calmement, la voix claire et ferme. « Votre honneur, l'avocat de la partie adverse a brossé un tableau émotionnel, mais l'élément le plus important, la vérité. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter cette vérité. » Elle commença méthodiquement par les rapports médicaux et psychologiques d'Emma qui apparurent à l'écran. Des statistiques sur la malnutrition, des photos de contusion et des signes documentés de traumatisme psychologique remplissaient l'écran avec une clarté saisissante. Elle appela ensuite le premier témoin, la voisine âgée. Sa voix tremblait, mais restait ferme tandis qu'elle racontait ce qu'elle avait vu. Puis vint le propriétaire du magasin du coin. Rick Bond est tenté de les discréditer en affirmant qu'il ne s'agissait que de voisins curieux et partiaux, mais leur témoignage avait déjà semé le doute dans l'esprit du juge Williams. Samantha a ensuite présenté des preuves irréfutables. Les messages de Rick faisant état de ses tentatives d'extorsion et un enregistrement audio de la visite supervisée, où la voix menaçante de Rick résonnait clairement dans la salle d'audience. « Tu es toujours à moi, tu seras toujours mienne. » Rick se figea sur son siège, le visage livide. Finalement, le juge Williams déclara que la cour souhaitait entendre l'enfant elle-même. Madame Albright conduisit doucement Emma dans la salle d'audience par une porte latérale. Emma serrait son ours en peluche contre elle, ses grands yeux scrutant la pièce inconnue. Elle ne regardait passe-passe vers Rick, mais cherchait Michael du regard. Lorsqu'elle le trouva, ce fut comme si elle avait trouvé son point d'ancrage. La juge Williams sourit à Emma d'une voix douce. « Bonjour Emma, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dis-moi simplement la vérité. Avec qui veux-tu vivre? » Emma resta silencieuse pendant un long moment, ses petites lèvres serrées. Toute la salle retint son souffle, puis elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix faible mais suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. « Je veux vivre avec oncle Michael. » Elle marqua une pause, puis continua d'un ton plus résolu. « J'ai peur de retourner là-bas. » Ces deux mots, « peur de retourner », résonnèrent comme un coup de marteau final, brisant tous les mensonges de Rick. Il fit un geste pour se lever et protester, mais la juge Williams leva la main, le regard sévère. Elle examina l'ensemble du dossier devant elle.
Après quelques instants de silence qui semblaient s'étirer à l'infini, elle leva les yeux et rendit sa décision sur la base de toutes les preuves présentées, y compris les rapports médicaux, les témoignages et surtout les souhaits de l'enfant. Le tribunal estime que le fait de permettre à Emma de rester avec M. Rick Dawson porterait gravement atteinte à son bien-être physique et émotionnel. Par conséquent, le tribunal ordonne que les droits de garde de M. Dawson soient temporairement révoqués. La garde temporaire pour les 90 prochains jours est accordée à M. Michael Grant, sous la supervision périodique du DCF. Pendant cette période, les contacts de M. Dawson seront soit temporairement révoqués. La garde temporaire pour les 90 prochains jours est accordée à M. Michael Grant, sous la supervision périodique du DCF. Pendant cette période, les contacts de M. Dawson seront limités à une visite supervisée par mois au bureau du DCF. Un soupir de soulagement s'échappa de Michael et Samantha. Rick s'effondra sur sa chaise, pâle comme un linge. La juge Williams se tourna vers Michael. « Monsieur Grant, c'est une énorme responsabilité. Le tribunal suivra de près les progrès d'Emma. Je comprends, votre honneur. Je ne décevrai pas la cour, répondit Michael, la voix chargée d'émotion. Alors qu'il quittait de la salle d'audience, Michael porta Emma dans ses bras. Elle posa sa tête sur son épaule, en signe de confiance absolue. La bataille avait été remportée, du moins celle qui se trouvait devant eux, mais alors qu'ils s'engageaient dans le couloir, Samantha lui rappela doucement. « Les 3 prochains mois seront le véritable test. Tu dois montrer à la cour que tu ne l'as sauvé pas seulement de l'enfer, mais que tu peux lui offrir un paradis. Le vrai combat, celui pour obtenir la garde définitive, est encore devant vous. » La décision du tribunal était comme une bouffée d'air frais, balayant les nuages sombres qui planaient sur la tête de Michael et Emma. Le penthouse, autrefois un espace de silence et d'ordre strict, était désormais devenu un véritable foyer. Une semaine après le procès, le changement était visible dans chaque recoin. Sur la porte du réfrigérateur en acier inoxydable, à côté des calendriers de travail soigneusement épinglés, quelques dessins au crayon étaient désormais collés. Dans le salon, à l'endroit où se trouvait autrefois un fauteuil design coûteux, il y avait maintenant un tapis de jeu moelleux jonché de jouets. L'air était souvent imprégné de l'odeur chaude et sucrée des biscuits fraîchement cuits qui avaient remplacé l'arôme amer du café noir qui y flottait auparavant. Michael réalisa que sa vie avait été complètement bouleversée, mais il ne s'était jamais senti aussi épanoui. Il avait appris à tresser les cheveux d'une poupée, à distinguer les dinosaures grâce à des livres d'images et à répondre patiemment à des centaines de questions chaque jour. Il réorganisa son emploi du temps, reportant les réunions inutiles afin de pouvoir emmener Emma au parc après l'école. Quelques jours après la décision, il emmena Emma dans une nouvelle école maternelle. Au début, elle s'accrochait à sa jambe, timide et réticente à le lâcher, mais les enseignants, déjà informés de sa situation, se montrèrent patients et gentils. Peu à peu, Emma commença à s'ouvrir. Michael l'observait de loin à travers la fenêtre de la classe. Son cœur se réchauffa lorsqu'il la vit tenir la main d'un autre enfant pour la première fois, alors qu'il jouait avec des blocs de construction. Lorsqu'il vint la chercher cet après-midi-là, l'enseignante l'accueillit avec un sourire et lui dit qu'Emma avait un sourire radieux aujourd'hui. Les cauchemars d'Emma et cauchemars étaient moins fréquents. Les sanglots étouffés dans la nuit avaient laissé place à une respiration régulière et paisible. Elle ne sursautait plus au bruit fort et avait commencé à explorer chaque recoin de sa nouvelle maison avec curiosité et confiance. Un soir, alors qu'ils étaient assis par terre en train de colorier ensemble, Emma leva soudain les yeux vers lui, ses yeux clairs fixés sur son oncle Michael. Elle lui demanda « C'est quoi ça, princesse ?» répondit-il en continuant à colorier le tyrannosaure. « C'est ma maison maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Michael s'interrompit et regarda la petite fille droit dans les yeux. Il s'agenouilla et enlaça les petites épaules d'Emma. « Oui, c'est notre maison, et ça le sera toujours. » Emma sourit d'un sourire radieux et sans nuage. Elle ramassa le dessin qu'elle venait de terminer. Une grande maison avec une cheminée d'où s'échappait de la fumée, un soleil souriant qui brillait au-dessus, et sous la maison, elle avait dessiné 2 personnages, un grand et un petit, qui se tenaient par la main. Elle tendit le dessin à Michael. « C'est pour toi, dit-elle. C'est notre maison, à toi et à moi. » Michael prit le dessin, la gorge serrée. Il savait que c'était le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Il le posa délicatement à l'endroit le plus en vue du réfrigérateur.
Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Michael se tint près de la fenêtre, contemplant les lumières scintillantes de Boston. Il repensa au chemin difficile et sinueux qu'ils avaient parcouru. Il se souvint de lui, enfant, seul, affamé, debout dans le noir, attendant qu'une main se tende vers lui pour le mettre en sécurité. Aujourd'hui, c'était lui qui tendait cette main à un autre enfant. Le cycle de la souffrance avait été brisé, remplacé par l'étreinte de l'amour. Il savait que la bataille juridique n'était pas encore terminée. Dans 3 mois, il retournerait au tribunal pour déterminer la garde définitive. Rick et son avocat n'abandonneraient pas facilement, mais Michael n'avait plus peur. En regardant le visage paisible et heureux d'Emma qui dormait paisiblement et heureuse, il savait qu'il avait la force d'affronter tout ce qui l'attendait. Il murmura doucement dans le silence, une promesse à lui-même, à Emma et au petit garçon solitaire qu'il avait été autrefois. Tant que je respirerai, tu toujours du lait à boire et un endroit où te sentir chez toi. 3 mois plus tard, l'audience finale se déroula par une fraîche matinée de printemps. La lumière du soleil pénétrait à travers les hautes fenêtres du tribunal et se répandait sur le parquet ciré comme une bénédiction silencieuse. L'atmosphère était complètement différente de celle qui régnait la première fois que Michael avait franchi le seuil de cette pièce. À l'époque, l'air était lourd de tension. Chaque regard était un défi silencieux. Aujourd'hui, il y avait un calme, une compréhension tacite que l'issue était déjà écrite dans le cœur de chacun, qui n'attendait plus que la voix du juge Rick Dawson était affalée à la table des accusés. Son attitude autrefois provocante avait disparu. Son costume pendait sur son corps amaigri, les rides profondes de son visage trahissant les mois d'épuisement et de défaite qu'il avait traversés depuis qu'il avait perdu les avantages financiers liés à la garde d'Emma à faire face à de multiples accusations de négligence. Sa vie s'était effondrée. L'arrogance qui remplissait autrefois ses yeux avait laissé place à un regard vide et terne. Son avocat tenta de monter une défense de dernière minute, mais celle-ci s'effondra rapidement sous le poids de preuves irréfutables. Photographies, dossiers médicaux, témoignages et rapports élogieux du département de l'enfance et de la famille. Ces rapports brossaient le portrait d'une transformation si frappante qu'il était presque difficile de croire qu'Emma, autrefois une petite fille timide qui parlait à peine, courait désormais à la maternelle chaque matin avec le sourire. Elle avait commencé à lever la main en classe, à se faire des amis et à montrer de la curiosité pour le monde. Ses enseignants écrivaient à son sujet, mentionnant son rire, qui venait désormais plus facilement, sans effort et sans crainte. L'évaluation d'une psychologue confirmait qu'elle apprenait non seulement à faire à nouveau confiance, mais aussi à se sentir vraiment en sécurité. Les cauchemars avaient diminué, les sursauts aux mouvements brusques s'estompaient. Lorsque le juge Williams ajusta ses lunettes et commença à lire le jugement final, ses mots avaient la force tranquille de la justice enfin rendue. Rick Dawson est déchu de tous ses droits parentaux. La garde complète et permanente d'Emma Dawson est accordée à Michael Grant. Il n'y eut aucune explosion dans la salle, aucun cri dramatique ni acclamation, juste une lente et profonde expiration de Michael, comme s'il retenait son souffle depuis des mois et pouvait enfin le laisser sortir. Il se tourna vers Emma, assise à côté de lui dans une robe jaune pâle qu'elle avait choisie elle-même ce matin-là. Elle leva les yeux vers lui, incertaine de la signification juridique, mais sentant qu'il s'était passé quelque chose d'important. « C'est fini », murmura-t-il d'une voix rauque, puis il la serra dans ses bras. Elle enroula ses petits bras autour de son cou et ne le lâcha pas. La bataille juridique était terminée, mais pour Michael, ce n'est pas la fin, c'était le véritable commencement. Le commencement de la construction d'un foyer qui ne serait pas défini par des murs ou des meubles, mais par la sécurité, la confiance et l'amour. L'histoire de Michael et d'Emma n'avait pas commencé dans une salle d'audience, ni même dans le bureau d'un avocat. Elle avait commencé des mois plus tôt, par un matin glacial d'hiver, avec une petite voix et une demande encore plus petite. « Je veux juste du lait ». Ce murmure ne concernait pas seulement le lait, c'était la voix d'une âme assoiffée d'amour, en quête de sécurité, désespérée de trouver un endroit et quelqu'un à qui appartenir. À ce moment-là, quelque chose au plus profond de Michael s'est réveillé, un souvenir de sa propre enfance solitaire a refait surface brute et à vif, et avec lui est venu le choix de détourner le regard ou de se rapprocher. Il a choisi de se rapprocher. À partir de ce simple pas, tout a changé.
L'empathie s'est transformée en action, une rencontre fortuite est devenue une promesse, et cette promesse s'est transformée en un engagement pour la vie. Leur parcours nous rappelle que la gentillesse n'est rarement une question de grands gestes spectaculaires. Il s'agit plus souvent du courage de s'arrêter pour voir véritablement la douleur d'autrui, même lorsqu'il est plus facile de passer son chemin. Il s'agit de s'opposer à l'injustice même lorsqu'elle ne touche pas notre propre vie. Il s'agit d'ouvrir suffisamment notre cœur pour accueillir quelqu'un qui ne peut pas encore se débrouiller seul, peut pas encore se tenir debout tout seul. Oui, le monde est cruel, il y a des hommes comme Rick Dawson qui prennent plus qu'ils ne donnent et qui laissent des blessures derrière eux, mais le monde est aussi plein de lumière. Cette lumière peut venir d'un inconnu comme Michael, d'un voisin attentionné qui remarque quelque chose, d'un petit commerçant qui offre son aide sans qu'on le lui demande, d'un fonctionnaire qui refuse de détourner le regard. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, est une brique dans le mur qui protège les âmes sensibles des tempêtes de la vie, et quand suffisamment de briques sont posées les unes à côté des autres, elles forment quelque chose d'inébranlable, un foyer. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un geste attentionné, d'une simple question ou d'un verre de lait chaud. Parfois, ces petites choses sont l'étincelle qui déclenche un grand changement, capable de guérir les blessures les plus profondes et d'offrir une fin heureuse à des vies qui semblaient autrefois coincées dans une impasse. La famille, c'est tout simplement l'endroit où le cœur trouve sa place. Quel moment de l'histoire vous a le plus touché et pourquoi? Si vous étiez Michael, auriez-vous fait la même chose? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.